c'est trop. Nous avons beau bénéficier du meilleur des ministres de l'Éducation nationale, j'ai nommé Saint Jean-Michel Blanquer-le-Grand, il y a un moment où la paille fait déborder le vase, où la goutte d'eau fait ployer le dos du chameau, comme disent les Anglais. Il y a un jour où l'on a beau avoir la vocation d'enseigner, on n'en peut plus. On n'en peut plus de donner des cours de français à des illettrés quand on est prof d'histoire. On n'en peut plus de se faire insulter, frapper par les élèves comme par les parents d'élèves. On n'en peut plus de servir une soupe idéologique infâme à des collégiens à qui on est chargé de ne surtout rien apprendre d'intelligent et de constructif. Et comme l'on n'a plus le droit de donner de grandes claques bien méritées sur les joues grassouillettes de ces illettrés d'élèves, alors on prend ces clics et ces claques, clic, clac, clic, clac, et on quitte l'éducation nationale. Car tout vaut mieux que cette vie de faux professeur, surtout pour un salaire dérisoire. Il vaut mieux être vigile chez Carrefour, ça paye mieux qu'être prof. Et surtout, quand on est vigile chez Carrefour, on a le droit de mettre dehors à coups de pied aux fesses ceux qui fichent le désordre. Non mais des fois, à l'école, si vous le faites, c'est tout droit en prison. Non mais alors ? C'est pour cela qu'ils sont toujours plus nombreux, ceux qui décident de ne jamais rejoindre une éducation nationale vacillante ou qui décident de partir et d'abandonner le plus beau métier du monde. Benjamin, qui enseignait à Argenteuil, vient de démissionner et il le fait savoir. Son témoignage se répand sur la toile comme une traînée de poudre et ses mots sont terribles. J'ai l'impression de récupérer des blessés de guerre qui sont en manque de savoir et qu'il est aujourd'hui impossible de les aider à aller vers l'avenir. J'ai le sentiment de les envoyer à l'abattoir. Mais tout cela, on le sait, Benjamin. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on se dirait presque heureux et fier de claquer la porte de l'éducation nationale. Le bateau ne coule plus, il est au fond des océans. Et il s'agit pour beaucoup de professeurs de le quitter le plus vite possible pour tenter de remonter à la surface pour ne pas mourir noyé. Benjamin prévoit de se recycler dans le soutien psychologique. Ce qui est sûr, c'est qu'en matière de dépression nerveuse, aujourd'hui, les profs en connaissent un rayon. La première cliente de Benjamin pourrait être la Marlène Schiappa, qui fait tourner les tables en invoquant le diable. Attention Benjamin, avec elle, tu pourrais te retrouver écrasé par ton bureau. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. La France, mère des arts, chantre de la liberté du monde, et patati, et patata, et patati, et patate chaude. On connaît toutes les belles formules de la littérature et de la politique pour vanter l'exceptionnelle destinée de notre pays mythique, phare de l'humanité, éducateur des peuples. Soit. Mais pourquoi donc, par les temps qui courent, notre douce France s'obstine-t-elle à s'enfoncer toujours plus profondément dans la boue et le marasme, alors que, partout ailleurs, et surtout en Europe, brillent des lanternes d'espoir? Prenons l'exemple de la Russie. 70 années de dictature communiste. Un pays sorti de l'histoire avec des niveaux de pauvreté effrayants. Et aujourd'hui, l'une des principales puissances mondiales qui défend avec énergie l'identité chrétienne de l'Europe. Et l'Angleterre? Nos journalistes avaient déjà prédit son écroulement pour avoir osé voter en faveur de la sortie de l'Union européenne. La voilà qui vient de reconduire triomphalement Boris Johnson en lui intimant d'aller jusqu'au bout et de dire au revoir à Bruxelles. Comme l'aurait dit Jacques Brel, adieu Bruxelles, je t'aimais bien, tu sais. Pourquoi diable faut-il que nous, les Français, nous essayions tant bien que mal de survivre avec un Macron totalement inconsistant, sauf dans son œuvre de destruction, qui affiche, quant à elle, une certaine consistance? En outre, nous risquons bien d'avoir à supporter l'animal 5 ans de plus. Je vais finir par croire que quelqu'un de mal intentionné nous a jeté un sort. Allô Marlène, tu as encore sévi? Poutine représente la Russie de façon impériale.
Johnson représente l'Angleterre de façon étonnante. Salvini représente l'Italie de façon subjugante, quand Macron, de son côté, ne représente que lui-même de façon accablante. C'est cela, notre malédiction. Allô Marlène, tu sévis toujours ? Pour l'instant, nous sommes dans l'incapacité absolue d'allier le fond des aspirations populaires avec le juste intérêt des élites, clé du succès politique de tous les dirigeants que je viens d'évoquer. D'ailleurs, parler des élites françaises est aussi incongru que de dire qu'un chacal est angélique. À tel point que certains éditorialistes qui s'ennuient vont même jusqu'à aller récupérer un Sarko qui, nous dit-on, pourrait encore servir. Tant qu'à faire, pourquoi ne pas essayer de ranimer le corps refroidi du général Boulanger ? Tout cela sent furieusement le réchauffement de la soupe médiatique qui ne sait plus à quel sein se vouer. Cela dit, nous allons vivre quelques semaines passionnantes. En effet, le mois de janvier nous permet d'analyser en profondeur la façon dont Boris Johnson va définitivement organiser le Brexit. Il va aussi nous permettre d'analyser en profondeur la façon dont Manuchon va poursuivre sa réforme des retraites. Sans posséder des dons de prophétie particuliers, chacun peut prévoir que Boris Johnson va magnifiquement gérer le Brexit quand Manuchon, de son côté, risque de pédaler dans la choucroute du dossier retraite. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Il fait un peu froid ces derniers temps, nous l'avons tous remarqué. Finalement, c'est un peu normal, nous sommes en hiver et l'on monte le chauffage tant qu'il y a encore du fioul et que les raffineries ne sont pas bloquées. Mais il fait surtout froid sur l'économie. La Banque de France a abaissé dernièrement sa prévision de croissance pour 2020. La croissance française 2020 sera donc de 1,1% fois de Banque de France, soit le taux le plus bas depuis 2016. En septembre, la banque tablait encore sur plus 1,3%, qui est maintenant la perspective rayonnante prévue pour 2022. Comme 1,1 ou 1,3, c'est du pareil au même, la banque nous indique très clairement que la croissance ne sera pas au rendez-vous dans les années à venir. Point final. Et pour nous rassurer, sachez que ce chiffre n'intègre pas les possibles, mais très probables effets des grèves sur la marche générale de l'économie. Le rythme des créations d'emplois va donc lui aussi marquer le pas. Pourtant, il paraît que ce n'est pas la faute au Brexit, qui aurait dû être responsable de tous les maux dont souffre la planète. Non, le Brexit n'y est pour rien dans ses perspectives de croissance raplapla. Ce n'est pas moi qui le dis, vous pensez bien, mais le directeur général de la Banque de France en personne. Lui, vous pouvez le croire. La faute est à la morosité, qu'il dit, le directeur. Vous savez, la morosité, cet état d'esprit grisâtre, sans odeur et sans saveur, qui fait qu'on n'est motivé par rien, que rien ne brille dans nos petits cœurs, et encore moins dans nos porte-monnaies bien vides. De l'autre côté du Rhin, on ne parle pas de morosité, mais de stagnation. Ce n'est pas franchement mieux. En Allemagne aussi, il fait gris et froid, moins de tout, moins de production, moins de création d'emplois, moins de consommation. Non, pas moins de tout. Il y a un secteur où l'on pratique le toujours plus suicidaire, toujours plus d'immigration. Voilà qui ne va guère faire les affaires de notre Macronus Maximus Genialus. Jusqu'à présent, du haut ou du bas de son impopularité, il pouvait toujours prétendre qu'il faisait baisser le chômage et qu'on était en termes de croissance dans la moyenne de la zone euro. Mais là, cela va devenir de plus en plus difficile à défendre. Où donc est passé le dieu de l'économie que l'on nous avait tant vanté ? Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.
Aujourd'hui, grâce à mes engins connectés et au simple son de ma douce et harmonieuse voix, je peux commander à mon aspirateur « Hé crétin, tu n'es pas passé sous l'armoire !» À ma machine à café « Hé ma grosse, ton café pourri aujourd'hui !» Je peux écouter des chants de Noël, savoir combien de kilos j'ai pris en mangeant des papillotes, remplir ma déclaration d'impôt ou soutenir mon association préférée ou ma télévision préférée, TV Liberté par exemple. Quel progrès merveilleux! Imaginez tous ces petits ordres vocaux qui se promènent, toutes ces ondes qui circulent de maison en maison, de serveur en serveur, de centre de stockage de données en centre de stockage de données. Blague dans le coin, le très sérieux FBI vient de tirer la sonnette d'alarme. Il serait temps. Car tous ces merveilleux dispositifs ne sont absolument pas sécurisés et ouvrent un champ des possibles infini aux pirates informatiques en tout genre. Pour eux, c'est un jeu d'enfant que de parvenir jusqu'à nos routeurs, nos émetteurs Wi-Fi et prendre le contrôle de nos misérables existences ou de nos cartes bleues ou de nos données personnelles ou de nos données professionnelles. Il y aura alors de drôles de situations. L'on pourra voir ainsi son aspirateur grimper soudainement dans son frigidaire et avaler d'un seul coup le rôti du dimanche. Ou bien la baignoire se remplira soudainement et inondera tout votre appartement. Bon, cela dit, ne paniquons pas exagérément, les moyens de sécurisation existent. Mais ils sont pour le moins difficiles à mettre en œuvre. Prenons un exemple. Si nous possédons à notre domicile 17 appareils connectés, il nous faut prévoir 17 mots de passe différents avec au moins 15 caractères, dont 8 spéciaux, et les changer tous les mois. C'est ça le progrès ? Eh bien, je vais vous faire une révélation stupéfiante qui va bouleversifier votre vie. J'utilise un répertoire papier et il est inviolable. Même pour le FBI qui ne devinera jamais où je l'ai caché. Un fait divers récent raconte que des petits gamins sont parvenus à commander pour 600 € de cadeaux au Père Noël grâce à la commande vocale d'Alexia, le charmant robot domestique d'Amazon. Je ne sais pas si cela a alerté le FBI, mais une chose est sûre, cela n'a pas dû beaucoup plaire aux parents de ces marmots, ni à leurs banquiers d'ailleurs. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Faisons un rêve. Imaginons que nous sommes des élus siégeant au conseil régional d'une région d'Espagne. Comme tant d'élus de nos jours lorsqu'ils siègent, nous regardons nos portables, nous visionnons éventuellement un film ou une vidéo, et puis quand même nous relisons quelques papiers et surlignons une note importante sur la nécessité de réglementer la taille des rosiers pour protéger les araignées bleues. Et tout à coup, entre dans l'Assemblée régionale ce qui semble de loin être une petite fille. Elle s'approche du micro. S'est-elle perdue ? Va-t-elle demander si quelqu'un a vu sa maman ? Nous levons la tête, légèrement intrigués. La gamine se présente. Elle s'appelle Elsa et elle a 8 ans. Elle parle de son village et raconte qu'il y a 4 ans, sa maman était déjà venue raconter son histoire. Et là, les mots « je suis une enfant transsexuelle » tombent. Les élus que nous sommes se taisent, écoutent, semblent intéressés. Y en a-t-il un seul qui a le courage de se lever, de lancer tous ses papiers au milieu de l'Assemblée, de crier sa rage pour réveiller ses collègues béats d'admiration et de bêtises devant un enfant qu'on manipule, devant une enfance massacrée ? Y en a-t-il un seul qui oserait crier sa rage de voir une enfance assassinée, sa rage de voir une assemblée politique accepter l'inacceptable, sa rage de voir l'œuvre de destruction d'une nature humaine innocente ? Que s'est-il donc passé à la fin de cette intervention accablante, qui n'est pas un rêve, qui a vraiment eu lieu ?
Pas un seul des élus n'a eu la dignité et le courage de refuser ce qui est une sorte de meurtre d'un enfant et surtout de refuser la promotion de la transsexualité sans limite à tout âge. Il y a 10 ou 20 ans, il est probable que des dizaines d'élus se seraient levés et auraient bruyamment manifesté si un transsexuel adulte était venu faire un pareil discours. Aujourd'hui, pas un seul élu ne sourcille à la vue d'un enfant de 8 ans s'affirmant transsexuel. Cet enfant, affreusement manipulé, est intervenu dans un parlement espagnol régional pour faire avancer une idéologie progressiste. Jusqu'où cette idéologie ira-t-elle ? Un petit garçon d'1 an, parce qu'il a joué avec un jouet rose, sera-t-il déclaré se sentir femme ? Et alors, des médecins devront-ils lui donner des hormones féminines dans son biberon ? Et l'État obligera-t-il les médecins récalcitrants à le faire ? Et si les médecins refusent, seront-ils mis en prison ? Il n'y a encore pas si longtemps, ce sont les parents de cet enfant de 8 ans qui auraient été jetés en prison et cela n'aurait été que justice. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.